Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée qu'au bout de 8 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée que au bout de 8 heures. Pourquoi? Parce que si on considère que c'est 0,10 g par litre de sang, si on doit en éliminer 0,8 comme ici, eh bien, il faudra donc 8 heures pour arriver à 0,8. Donc là, c'était réponse A. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Vous devez savoir que quand vous êtes à 10 dixièmes, ça veut dire que quand vous avez une très bonne acuité visuelle, une très bonne vue, à 10 dixièmes, on doit être capable de voir un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres. Donc là, c'était réponse C. Question 3. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus après avoir roulé 1 heure, par rapport à la pression préconisée à froid, je garde la même pression. Réponse A. J'enlève 0,3 bar. Réponse B. Je rajoute 0,3 bar. Réponse C. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus, après avoir circulé 1 heure, ça veut dire que là mes pneus sont chauds. Au bout de 10 minutes, mes pneus sont chauds même, sans problème. Je dois modifier dans ce cas-là la pression de mes pneus. Pourquoi? Parce qu'une fois que le pneu est chaud, quand c'est chaud, l'air se dilate un peu. Donc du coup, il va falloir rajouter de la pression. Donc il faut rajouter, il faut surgonfler 0,3 bar à votre pression préconisée. Donc là, c'était réponse C. Question numéro 4. La signalisation m'annonce un feu tricolore, réponse A, un ralentisseur, réponse B, un endroit fréquenté par les enfants, réponse C, une école, réponse D. Bon, alors tout d'abord, on voit bien que ici, on nous annonce un feu tricolore. Donc là, déjà, il y a la première réponse qui est la réponse A. Ensuite, est-ce qu'on nous annonce un ralentisseur, un endroit fréquenté par les enfants, une école? Donc on va revenir en arrière pour voir la suite. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un premier panneau, ici, là, qui nous annonce que c'est un endroit fréquenté par les enfants parce qu'il y a, en panonceau, ça nous le note, une école. Est-ce qu'il y avait un panneau de ralentisseur? Non. Donc c'était A, C et D. Question numéro 5. Certains médicaments délivrés sans ordonnance peuvent augmenter le risque de s'endormir au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmenter le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, dans les médicaments, même s'ils sont sans ordonnance, il peut y avoir des principes actifs qui agissent sur l'organisme. Je pense par exemple aux médicaments qui sont faits pour les rhumes. Ça va provoquer un peu des effets de somnolence, même ceux sans ordonnance, d'accord? Donc, est-ce que ça va augmenter le risque de s'endormir au volant? Oui, ça risque d'augmenter le risque, en effet. Est-ce que ça va augmenter le temps de réaction? Oui,
Ça va aussi me mettre moins réactif. Donc c'était réponse A et C. Question 6. Cette conductrice a une bonne position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour être bien installé au poste de conduite, il ne faut pas avoir les jambes trop tendues, ni trop pliées, ni les bras tendus, ni trop pliés non plus. Donc ils doivent être légèrement fléchis comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Les bras sont vraiment tendus. Vous avez vu d'ailleurs, la paume de main ne touche même pas le volant, n'arrive même pas à accrocher le volant correctement. Donc là, le dossier est vraiment trop incliné vers l'arrière. Il faudrait redresser le dossier pour pouvoir quand même avoir une position correcte au niveau des bras et de pouvoir tenir correctement le volant. Donc là, c'était réponse B. Question 7. En utilisant le GPS, il est possible de réduire la distance parcourue. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le temps de parcours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le GPS, il nous permet de faire plein de choses. Il nous permet de choisir le trajet le plus rapide. Il nous permet aussi de choisir le trajet le plus économique, mais il nous permet aussi de choisir le trajet le plus court. Ce que je vous conseille pas forcément dans la réalité, parce qu'il est possible qu'il vous fasse passer par des toutes petites routes et vous allez augmenter votre temps si vous choisissez la distance la plus courte. Est-ce qu'il permet de réduire le temps de parcours? Alors oui aussi, surtout quand il y a le trafic info, qui là vous dit qu'il y a des bouchons ou un accident, et pour éviter de rester bloqué pendant plusieurs minutes, voire des heures des fois même, il va vous proposer un autre trajet qui sera plus court en temps, et donc là vous allez vraiment apprécier ça. Donc là c'était réponse A et C. Question 8. La commande utilisée permet d'actionner le verrouillage des vitres arrière, réponse A, de la portière avant, réponse B, de la portière arrière, réponse C. Alors ici, vous voyez, ça se fait avec une clé. Il faut tourner, mais certaines voitures, c'est juste un petit loquet à bouger, de gauche à droite ou de bas en haut. Ça dépend des voitures, mais ça s'appelle le verrouillage de la portière. C'est une sécurité enfant, en fait. Donc c'est fait pour les portières arrière. Comme ça, si l'enfant essaie de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière, il ne pourra pas le faire. Donc quel est l'intérêt? C'est que ça évite que la portière s'ouvre alors que vous êtes en train de rouler et que l'enfant tombe par terre alors que la voiture est en mouvement. Et puis aussi, ça évite que l'enfant ouvre la portière pas au bon moment. Par exemple, vous êtes garé, vous êtes arrêté et l'enfant est du côté de la route. S'il ouvre la portière alors qu'un véhicule arrive derrière, et il risque de se faire arracher la portière, et si lui descend par la même occasion, il va se faire renverser par la voiture qui arrive sur la route. Donc là, pour pouvoir ouvrir la portière, il faut que ce soit une personne à l'extérieur de la voiture, donc par exemple le conducteur. Il descend et il va ouvrir la portière à l'enfant puisqu'il ne pourra pas le faire de lui-même. Donc là, c'était réponse C. Question 9. Je dois mettre le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir que on a un virage avec pas d'éclairage, donc quasiment pas de visibilité. On a un piéton qui est sur le bord de la route, donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je m'écarte. Derrière moi, on voit un véhicule qui me suit de près.
moi, comme je suis devant la voiture qui me suit là, je vais cacher la visibilité sur le piéton. Donc celui de derrière, à mon avis, il ne peut pas voir le piéton qui est en train de circuler là sur le bord de la route. Donc c'est bien de mettre un clignotant pour prévenir qu'il y a un obstacle et que je vais m'écarter. Ensuite, je n'ai pas des masses de visibilité en face. Pour l'instant, je ne vois pas de phare, je ne vois pas de véhicule. Mais je vais quand même mettre aussi mon clignotant. Comme ça, si un véhicule arrive en face, il sait que je suis en train de m'écarter ou que je termine un dépassement et donc fera beaucoup plus attention aussi. Donc dans tous les cas ici, je dois mettre un clignotant. Donc en fait, en résumé, je mets un clignotant à gauche si je dois tourner, si je dois dépasser ou si je dois m'écarter. Donc réponse A. Question 10. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'il y a une camionnette qui est sur le bord droit. On a du mal à voir s'il y a un conducteur dedans. Et puis, on voit que là, l'herbe s'arrête, mais il n'y a pas de balise d'intersection. Il n'y a pas non plus de route réellement. Donc, en fait, là, c'est une sortie privée, c'est un chemin de terre. Donc, la route n'est pas goudronnée et il n'y a pas les fameuses balises d'intersection qui sont comme ici, d'accord? Donc, c'est pas considéré comme une route. Ce qui fait que cette camionnette-là n'est pas prioritaire. Donc, c'était réponse B. Je reste où je suis, réponse A, ou je m'écarte, réponse B. On observe ici un agent d'entretien qui travaille avec un moteur dans le dos qui fait du bruit, un casque sur les oreilles, donc il ne nous entend pas du tout. En plus, il nous tourne le dos, donc il ne nous voit pas arriver. Le risque là est très important, qu'il recule un petit peu et qu'il perde l'équilibre. En plus, il est sur le bord du trottoir. Donc là, je ne dois surtout pas rester dans cet axe-là, là où je suis. Je dois absolument m'écarter en respectant un intervalle d'1 mètre au minimum, parce que là, c'est plus dangereux qu'habituellement, même s'il est sur le trottoir. Donc là, c'est réponse B, je m'écarte. Question 12. Mon passager veut prendre le bus. Je le dépose à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On observe ici un aménagement pour les bus avec une ligne jaune continue, d'accord. Les arrêts de bus, ça c'est une règle générale, à savoir, vous n'avez pas le droit de stationner, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter non plus. D'accord? Sauf si c'est la circulation qui vous impose un arrêt, mais là, c'est pas considéré comme un arrêt d'arrêt et stationnement. Donc, un arrêt pour déposer un passager est strictement interdit au niveau des arrêts de bus. Donc là, c'était réponse B. Question 13. La voiture se rabat brutalement devant moi. La meilleure chose à faire est de klaxonner, réponse A, de faire des appels de phare, réponse B, de ralentir et serrer à droite, réponse C. Alors,
On observe là la voiture qui est en train de se rabattre. Elle était en train de me dépasser et elle se rabat, mais elle ne respecte pas les distances de sécurité. C'est-à-dire que normalement, avant de se rabattre, on doit regarder les rétroviseurs et on doit voir le véhicule que l'on est en train de dépasser entièrement dans le rétroviseur avant de se rabattre, ce qui fait que on se rabat en respectant les distances de sécurité. Là, il ne respecte pas du tout ça. Donc ma distance de sécurité est vraiment très faible, donc il nous met en danger. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Si je klaxonne ou que je fais un appel de phare, je risque de le surprendre. À cette allure-là, sur un axe rapide comme ici, s'il fait le moindre coup de volant, il risque de perdre la maîtrise de son véhicule. Donc je vais éviter de faire ça et je vais plutôt ralentir et serrer à droite pour reprendre rapidement les distances de sécurité. Donc là, c'était réponse C. Question 14. Je ralentis et je m'écarte, réponse A, ou je m'écarte uniquement, réponse B. Donc on observe le marquage au sol, là nous autorise à nous écarter franchement si on a un obstacle sur la chaussée. C'est pas une bande blanche où on doit juste franchir, là on peut s'écarter complètement. Le problème c'est que on arrive sur un virage, vous voyez ici, et il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas si un véhicule va arriver en face. En plus de ça, il y a un risque important que cette personne-là, vous avez vu, il y a de la neige, c'est un petit peu verglacé, on le voit ici, il pourrait très bien glisser et tomber et se retrouver un petit peu au milieu de la chaussée. Donc le fait de m'écarter ne suffit pas parce que je dois pouvoir être capable de freiner pour si il chute, il glisse ou si quelqu'un arrive en face. Donc là, dans ce cas-là, je ralentis et je m'écarte, mais surtout je ralentis bien pour pouvoir être capable de m'arrêter à temps si lui tombe ou si un véhicule arrive en face. Donc là, c'était réponse A. Question 15. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La victime est consciente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en résumé, en présence d'un accident, il faut tout d'abord protéger les lieux de l'accident. Ça, c'est pour éviter un suraccident, pour éviter un deuxième accident, d'aggraver la situation. Ensuite, il faut alerter les secours. Et enfin, si vous avez les capacités de le faire et une formation pour ça, vous pouvez secourir. Alors, pour alerter les secours, d'abord, il faut se prendre des informations précises pour communiquer tout ça. Donc, il faut informer sur l'état de la ou des victimes, donc il faut dire s'il y en a une ou plusieurs personnes, si on peut donner l'âge aussi, si c'est un bébé ou une personne âgée aussi, c'est important de le dire, et puis dire si la victime est consciente ou si elle a une hémorragie. Alors, avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A, et si la victime est consciente, aussi, réponse C. Question 16. Je suis autorisé à conduire si mes lunettes me permettent d'atteindre 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'acuité visuelle minimale pour l'obtention du permis B est de 5 dixièmes. Pour l'ensemble des deux yeux, c'est-à-dire avec les deux yeux ouverts. Pour rappel, si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre doit avoir au minimum 5 dixièmes. Donc là, c'était réponse A. Question 17. Je suis en panne, je laisse allumer. Les feux de position. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Réponse C.
Alors vous avez vu, en fait, on est en panne ici, manifestement sur l'autoroute certainement, ou sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Donc dans ces cas-là, vous êtes immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ici. Donc le mieux, c'est de quitter ma voiture et de me réfugier de l'autre côté du rail de sécurité. Ça, c'est important en attendant le dépanneur pour vous mettre en sécurité. Mais avant, n'oubliez surtout pas de mettre votre gilet réfléchissant, là, vous savez, le gilet haute visibilité. Mais avant de quitter votre voiture, c'est important que les autres véhicules puissent voir que vous avez un problème pour pas vous rentrer dedans. Surtout que l'arrêt sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est dangereux. La durée de vie, on estime souvent que la durée de vie, elle est entre 10 et 20 minutes sur une bande d'arrêt d'urgence. Donc c'est dangereux. Donc n'oubliez surtout pas de mettre vos feux de détresse. Et vous laissez aussi des feux de position pour que votre véhicule quand même soit aussi bien visible, particulièrement à l'arrière. Comme ça, vous avez les feux rouges qui s'allument à l'arrière. Donc là, c'était réponse A pour les feux de position et C pour les feux de détresse. A et C. Question 18. Les piétons sont tenus d'utiliser un passage piéton lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. Alors, les piétons sont tenus d'utiliser les passages piétons quand il y en a un à moins de 50 mètres de lui. Donc, la personne, là, vous voyez, elle a l'obligation d'utiliser ce passage piéton si elle est proche de ce passage piéton. Donc, admettons, cette personne-là, si elle veut traverser et aller de l'autre côté, elle aura l'obligation de contourner la voiture pour ensuite aller chercher le passage piéton et utiliser ce passage piéton. Donc là, c'était réponse A. Question 19. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai maintenant, plus sur des véhicules haut de gamme, mais on commence à en trouver sur d'autres véhicules aussi. Il y a moyen d'activer ça, c'est-à-dire que quand vous mettez votre régulateur, vous mettez la vitesse qui est à maintenir. Allez, admettons 130 km/h. Et puis, la distance de suivi aussi, vous allez l'enclencher. Et donc, dès que le système va détecter un véhicule devant qui roule plus lentement que vous, eh bien, il va ralentir pour maintenir la distance de sécurité en priorité au lieu de l'allure. Et puis, dès que l'espace redevient libre, le véhicule va réaccélérer de nouveau pour revenir à la limitation de vitesse que vous lui aviez donnée. Donc là, c'est réponse A. Question 20. La différence admise entre deux pneus d'un même essieu doit être inférieure à 0,5 mm, réponse A, 2,5 mm, réponse B, 5 mm, réponse C. Alors, un essieu, c'est quoi? Vous avez une voiture, et puis vous avez l'ensemble des roues avant, le train avant, et le train arrière. Avec les roues là, qui sont là. Là, c'est les roues de devant et les roues de derrière. Eh bien, entre ces deux-là, il ne doit pas y avoir plus de 5 mm. Entre ces deux-là, il ne doit pas y avoir plus de 5 mm de différence d'usure. Donc là, c'était réponse C. Question 21. Le temps de réaction est 2 fois plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, il ne faut pas confondre le temps de réaction et la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu la chose
et le moment où vous allez commencer à agir. Un coup de volant, un coup de frein, de l'accélérateur, enfin peu importe. Donc là, en règle générale, on dit en moyenne que le temps de réaction, il est de 1 seconde. Et ça, que vous rouliez à petite allure ou à grande allure, le temps de réaction, il est grosso modo toujours de 1 seconde. Qu'est-ce qui va le modifier? Ça va être si vous êtes fatigué, si vous avez pris par exemple de l'alcool, des médicaments, des choses comme ça. Ça va le modifier, ça va le perturber. Par contre, la distance que vous allez parcourir pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer. Plus vous roulez vite, si allez à 30 km/h, vous ne ferez que cette distance-là pendant 1 seconde. Et puis, je sais pas, moi, à 50 km/h, bah, vous ferez plus de distance. Voilà. Ça, la distance, elle va évoluer. Mais lui, le temps de réaction, il reste toujours le même. Ça sera 1 seconde à peu près. Donc réponse B. Question 22. Pour dépasser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. 1 mètre. Réponse C. 0,50 m. Réponse D. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on est en agglomération. Donc, quand c'est comme ça, je dois respecter un intervalle minimum de 1 mètre en agglomération. J'ai bien dit minimum, hein, si vous pouvez faire plus, vous faites plus. J'aurais été hors agglomération, ça aurait été 1,50 m. Mais là, en agglo, c'est 1 mètre le minimum. Donc, c'est réponse C. Question 23. Cette commande permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas chargé, la position 0 est le bon réglage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, c'est bien pour régler la hauteur des feux. Alors en fait, comment ça fonctionne? Je vous dessine la route avec la voiture, le devant de la voiture, voilà, le volant. Et là, vous avez les phares, ici. Normalement, un éclairage, il est à peu près horizontal, pour pas éblouir ceux d'en face. Ensuite, si vous êtes chargé, donc je vous redessine la route, les roues, eh bien votre voiture, elle va être un peu plus penchée, parce qu'en règle générale, le poids, il est dans le coffre là. Donc là, les phares, ils vont s'éclairer un petit peu trop vers le haut. Et on risque d'éblouir celui qui arrive en face. Donc, quand vous êtes chargé, il faudra mettre sur 1. Et si vous êtes encore plus chargé, sur 2. Si vous êtes chargé avec des passagers, par exemple, là c'est la totale, il faudra mettre sur 3. Parce que là, si vous êtes sur 3, ça va redescendre un peu la hauteur des feux. Ok? Attention, quand vous n'êtes pas chargé, pensez à revenir sur le point 0. Parce que sinon, quand vous allez revenir en horizontal comme ça, les feux vont se baisser aussi un petit peu. Et puis ça éclairera que quelques mètres devant votre voiture, vous n'y verrez plus grand chose. Donc pensez à remettre à 0 après. Donc cette commande permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Je ne suis pas chargé, la position 0 et le bon réglage aussi. Donc c'est réponse A et C. Question 24. Je cède le passage à l'autobus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit le marquage de l'arrêt de bus avec les zébras jaunes ici. Ce bus-là a son clignotant à droite. À partir du moment où il a toujours mis son clignotant à droite ou qu'il a ses feux de détresse, je n'ai pas à lui céder le passage. Donc là, c'était réponse B. Question 25. En laissant passer ce véhicule, j'applique la règle de priorité. Réponse A. Je suis courtois. Réponse B. Là,
il sort, vous avez vu le bateau là? Le trottoir, il descend un petit peu, mais il continue. Et on voit bien qu'il sort d'une propriété privée, donc il n'est pas prioritaire. C'est à moi de passer. Donc là, si je le laisse passer, c'est de la courtoisie. Donc réponse B. Question 26. Je circule à 80 km/h et je tracte une remorque. Je dois revenir dans la voie de droite. Si mon ensemble mesure 6 mètres de long. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mon ensemble mesure 8 mètres de long. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous avez vu, je circule sur cette voie-là, et il y a une voie à droite qui est libre. Qu'est-ce qui me sépare entre les deux voies? Vous avez ici un marquage qui est super large par rapport à un marquage normal. Vous avez vu la largeur? D'accord? Et les pointillés sont resserrés, sont rapprochés. Donc c'est large et rapproché. Donc là, on peut voir que c'est une voie pour véhicules lents. La règle pour la voie des véhicules lents, c'est que si je circule à 60, d'accord, ou moins, eh bien, je dois l'utiliser. Là, je circule à 80 km/h. Donc, je n'ai pas à utiliser cette voie pour véhicule lent. Que j'ai un ensemble de plus de 6 mètres ou de plus de 8 mètres de long, peu importe, je n'ai pas à utiliser cette voie-là. Elle ne me concerne pas parce que je roule au-dessus de 60 km/h. Hein, c'est bien indiqué 80. Donc, c'était réponse B et D. Question 27. Ce conducteur peut circuler en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si vous observez bien, il manque un feu. Et le fait qu'il manque un feu, ça peut être dangereux pour deux choses. C'est que déjà, ça n'éclaire pas assez bien la route, mais qu'ensuite, on risque de vous confondre avec une moto. Donc ça peut être dangereux. Donc c'était réponse B. Question 28. Le transport le plus rapide dans les agglomérations aux heures de pointe est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B. Et oui, le transport le plus rapide dans les agglomérations pendant les heures de pointe, eh bien c'est bien le vélo. Par exemple, dans les bouchons, donc comme la situation ici, il faudra environ 12 minutes pour parcourir 3 km à un vélo, tandis que pour une voiture, il faudra 27 minutes et puis 18 minutes aussi pour les transports en commun. Donc c'est le vélo le plus rapide et de loin, réponse A. Question 29. La distance parcourue pendant le temps de réaction est plus longue sur sol mouillé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? C'est entre le moment où on a vu quelque chose et le moment où on se met à agir. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement pendant ce temps-là? C'est le moment où donc on perçoit quelque chose, ensuite on analyse, est-ce que c'est un danger? Qu'est-ce que je dois faire? Et après, on va décider. Donc, on essaie de prendre la meilleure décision, donc la plus adaptée par rapport à la situation. Ça peut être, je vais décider d'accélérer, je vais décider de freiner, je vais décider de faire un coup de volant, ou par exemple de freiner et de faire un coup de volant en même temps. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc, on analyse, on décide et après, on va agir. Donc, pendant tout ce temps-là, c'est le temps de réaction. Que le sol soit mouillé ou pas, ça va pas perturber tout ce cheminement qui est l'analyse, la décision et l'action. Ça n'a aucune incidence. Donc là, c'était réponse B. Question 30. Je peux fumer une cigarette tout en effectuant le remplissage du réservoir d'essence de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Et oui, vous avez des précautions à prendre pour éviter un risque d'explosion. C'est même d'ailleurs noté sur les stations essence, hein. Vous avez des petits symboles qui vous disent de couper le moteur, ne pas fumer non plus à proximité et ne pas utiliser le téléphone portable. Donc c'était réponse B. Toutes les vitres sont déneigées, ce véhicule est donc prêt à partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit bien là que toutes les vitres sont bien en effet déneigées, donc on pourrait se dire qu'il est prêt à partir. Mais il y a un gros risque, c'est la neige qui se trouve sur le toit là, au-dessus. Avec la chaleur que va fournir la voiture, la neige va fondre un peu, ou alors le vent aussi, hein, qui va pousser un peu la neige. Si la neige fond, il y a un gros risque que le bloc de neige descende très gentiment sur le pare-brise et que les essuie-glaces ne pourront pas faire partir ce bloc de neige, donc lui ne verra plus rien. L'autre cas de figure, c'est que avec le vent, la neige parte en arrière et percute le véhicule de derrière. Je vais vous mettre une petite vidéo justement, je pense que ça va vous dissuader de le faire si vous êtes dans ce cas de figure. Donc toutes les vitres sont déneigées, ce véhicule est donc prêt à partir. Non, réponse B. Question 32. Ce conducteur règle l'inclinaison du dossier. Réponse A. La distance du siège par rapport aux commandes. Réponse B. Quand on se penche comme ça pour régler la manette qui se trouve sur le devant du siège, c'est bien pour régler la distance entre le siège et les pédales. Pour régler l'inclinaison du dossier, on la voit, c'est la petite poignée qui est ici. Donc il faut la tirer ou la pousser, ça dépend des véhicules, hein. Donc là, c'était la réponse B avec la distance du siège par rapport aux commandes. Question 33. Avant de monter en voiture, je contrôle l'aspect des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absence d'obstacles autour du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors avant de monter en voiture, je vérifie toujours qu'aucun pneu n'est dégonflé et qu'il n'y ait pas d'obstacle autour de la voiture. Parce qu'une fois que je suis installé dans la voiture, je n'ai aucune visibilité ni sur mes pneus, ni sur mon environnement. Et c'est comme ça que je risque de rouler des kilomètres avant de m'apercevoir que mon pneu est crevé. Et là, mon pneu n'est plus réparable parce que je l'aurais trop pincé, je l'aurais abîmé. Ainsi que ma jante, que je risque d'abîmer aussi. Et si je n'avais pas vu qu'il y a un obstacle autour de moi, et que je démarre et que j'avais oublié qu'il y avait un petit poteau par exemple juste devant mon pare-choc, je vais le taper. Donc là, c'était réponse A et C. Question 34. Sur certains autoradios, la touche TA permet d'obtenir automatiquement des informations routières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors sur certains autoradios, il est effectivement possible d'obtenir automatiquement des informations routières. Par exemple, ça peut être une information concernant un accident. Que vous écoutiez la radio ou un CD, ça va se déclencher. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, d'activer cette touche-là, ça va basculer automatiquement sur une fréquence de station qui diffuse l'information. Donc là, c'était réponse A. Question 35. Je dépasse le poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau annonce un rétrécissement de voie. Donc vous avez vu, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. On le voit très bien dans le rétroviseur et on le voit bien aussi sur l'avant. Et ce rétrécissement a lieu dans 600 mètres. Donc on pourrait se dire que j'ai le temps d'effectuer avec mes 250 mètres le dépassement. Le problème, c'est que ce véhicule-là, il va peut-être anticiper aussi. Il va se dire, oh, il va falloir que je change de voie, donc je vais commencer à faire les démarches pour pouvoir être tranquille et être sûr de pouvoir changer de voie en temps et en heure. Donc là, c'est quand même plus sage de le laisser s'écarter lui et de moi rester derrière. Donc est-ce que je dépasse le poids lourd? Non. Réponse B. Question 36. Nous sommes 5 dans le véhicule, je démarre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on me précise que nous sommes 5 dans le véhicule et je vois qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas leur ceinture. Donc tant que tout le monde n'est pas ceinturé, je ne démarre pas. Donc c'était réponse B. Question 37. Par sécurité, il est préférable de m'écarter du piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous avez vu, il y a un piéton qui est arrivé sur la droite. Alors, la question c'est, est-ce que je peux m'écarter du piéton pour des raisons de sécurité? Alors, je vais vous remettre la vidéo en arrière et regardez bien ce qui va se passer dans les rétroviseurs si on ne se fait pas dépasser. Alors, là, je pense que vous avez vu, dans le rétroviseur, il y a eu un motard qui est arrivé. Donc là, le motard, il est certainement dans mon angle mort, il est sur ma gauche. Alors si je m'écarte pour éviter le risque avec lui, je vais certainement percuter le motard qui est sur ma gauche. Donc est-ce qu'il est préférable de m'écarter du piéton? Non, il faut pas s'écarter du piéton. Donc là, c'était réponse B. C'était le petit piège, il fallait bien regarder dans les rétroviseurs. Question 38. Cette étiquette permet de connaître le bruit de roulement émis par ce pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors quand on roule, le pneu, ça lui provoque des vibrations. Et c'est ça qui provoque le bruit. Et donc depuis quelques années, c'est une loi européenne, c'est la législation européenne qui impose aux fabricants des pneumatiques de mettre une étiquette. Et dans cette étiquette, il doit y avoir la résistance au roulement, donc c'est calculé de A à G, la performance du freinage en cas de route mouillée ou pas, et aussi le bruit du roulement. Donc là, c'est exprimé en décibels. Il y a 3 niveaux. Là, c'est sur le premier niveau, donc il est assez silencieux ce pneu. Si les 3 sont colorés, c'est que le bruit du pneu est assez important. Donc là, c'était réponse A. Question 39. La pédale d'embrayage est la pédale A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Alors, la pédale d'embrayage, c'est la pédale de gauche. La pédale de frein, c'est celle-ci. Et là, c'est la pédale d'accélérateur. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas commencé la conduite encore, ça vous permettra de gagner un petit peu de temps pour plus tard. La pédale de frein et la pédale d'accélérateur, on la prend avec le pied droit. Donc, on a le pied droit qui est ici. Hop.
Voilà. Et ensuite, on va l'incliner, on va lâcher le frein pour accélérer. Pourquoi? Parce que on va soit freiner, soit accélérer. On peut pas freiner et accélérer en même temps. C'est pas possible. Donc, le pied droit, c'est soit le frein, soit l'accélérateur. Frein, accélérateur. Ensuite, le pied gauche, je vais l'utiliser pour l'embrayage. Donc là, je vais utiliser mon pied gauche. Et puis, si je n'ai pas besoin de mon pied gauche, je vais le basculer ici, là, ici. Donc, il y a toujours de quoi poser au niveau du passage de roue, il y a toujours de quoi poser votre pied à gauche. Donc, lui, il ne s'occupe que d'une seule pédale. Là, la pédale d'embrayage, c'était la pédale de gauche. Question 40. Dans cette voie, je dois respecter une vitesse minimale de 60 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. C'est une règle que vous devez absolument connaître. Sur la voie de gauche, la voie la plus à gauche d'une autoroute, vous devez respecter une vitesse minimale, donc au minimum, de 80 km/h. Évidemment, s'il y a des bouchons, vous pouvez pas la respecter. Mais là, c'est plus considéré comme de la circulation. Donc là, c'était réponse C.